Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Laurine Apuet, je suis doctorante en psychologie cognitive. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des axes de ma thèse, agentivité et sensorimotricité, comment une agentivité élevée facilite l'adaptation des actions de l'individu dans son environnement, perspective et application aux personnes en situation de handicap moteur, donc qui est effectuée sous la direction de Lionel Brunel et de Carolina Moutsopoulou. Donc cette thèse s'inscrit dans la recherche sur l'interaction de l'individu avec son environnement par la potentialisation des actions motrices. Donc nos objectifs ici sont d'identifier les processus cognitifs qui sont impliqués dans cette potentialisation des actions motrices et l'influence du sens d'agentivité générale ou dispositionnelle sur la sélection et l'initiation du comportement moteur. Nous souhaitons également identifier l'influence des limites motrices sur cette interaction. Donc, en particulier, je vais vous parler du second axe de la thèse qui porte sur la relation entre le sens d'agentivité dispositionnelle et les processus d'affordance. Alors, petit aspect théorique. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion d'agentivité. Donc l'agentivité, pour résumer, c'est le sentiment non conceptuel d'être l'initiateur de ces actions et responsable de leurs effets directs. Moi, je travaille sur une agentivité un peu particulière, qui est l'agentivité dispositionnelle, qui regroupe en fait l'ensemble des expériences positives et négatives de contrôle de l'individu sur l'environnement et sur soi-même. Donc c'est une agentivité plutôt stable, d'accord, qui est décontextualisée, intersituationnelle et qui perdure dans le temps. Et je cherche à la mettre en lien avec les processus d'affordance. Donc, le processus d'affordance, c'est la perception d'un objet qui implique la potentialisation de toutes les actions qui peuvent être effectuées avec ou sur l'objet en question. Donc, cette potentialisation implique l'activation des représentations motrices de ces actions. Donc, à partir du moment où un objet possède des caractéristiques qui permettent cette potentialisation, celui-ci sera considéré comme affordant. On est d'accord là-dessus ? Alors, moi ici, je considère avant tout que l'affordance passe en particulier par la fonction de l'objet. Je m'explique, c'est-à-dire que pour moi, un objet qui n'est pas fonctionnel ne sera pas forcément utilisé. Prenons l'exemple d'une tasse. Donc, des mouvements de préhension sont possibles, donc il y a une affordance écologique, mais admettons, si le bord de la tasse était bréché, elle sera alors inutilisable. D'accord ? Donc moi, en fait, mon objectif, c'est de répondre à ces deux questions. Est-ce qu'un sens d'agentivité élevé pourrait-il permettre de mieux percevoir notre pouvoir d'action par rapport à un objet ? Et la plus importante, voir si ce sens d'agentivité maintient l'encodage des actions pertinentes d'un objet qui est jugé peu fonctionnel. Donc, en fait, ici, nous avons plusieurs objectifs. Donc, les hypothèses principales sont que l'affordance écologique ou les mouvements de préhension dépendraient de l'affordance fonctionnelle. Donc, par exemple, dans le cas d'une catégorisation sémantique, la déformation de la partie fonctionnelle de l'objet devrait augmenter le temps de réponse du sujet malgré une compatibilité stimulus-réponse. Donc, pour résumer, je suppose que l'affordance écologique dépend d'une affordance fonctionnelle et que si l'objet est jugé peu fonctionnel par l'individu, il n'y aura pas d'affordance, malgré des mouvements de préhension possibles, et donc une partie préhensible intacte. Et dernière hypothèse, nous supposons que le niveau d'agentivité dispositionnelle élevé serait lié à une activation de l'affordance, même si la fonctionnalité des objets est réduite. Donc pour répondre à tout cela, nous avons utilisé 3 paradigmes de compatibilité stimulus-réponse qui sont inspirés de l'expérience 1 de Tucker et Ellis de 1998. Donc pour ces paradigmes, donc respectivement, nous avons recruté 68, 49 et 37 étudiants en licence 1 et 2 de psychologie à l'université Paul Valéry. Donc, pour le premier paradigme,
qui comprend des déformations de la partie fonctionnelle et des non-déformations. Nous avions en tout 96 images, d'accord, qui étaient réparties sur 2 blocs de 46 images chacun, composés de 24 objets déformés et de 24 objets non déformés. Donc le but, c'était d'effectuer une tâche de catégorisation sémantique. Donc les images présentées étaient réparties en 2 catégories. Vous aviez la catégorie ustensiles de cuisine et l'autre catégorie outils de bricolage. Donc les participants devaient catégoriser chacune de ces images. La manipulation critique pour ce paradigme en particulier a été la déformation de la partie fonctionnelle de l'objet, la compatibilité entre la réponse motrice, c'est-à-dire la main droite ou la main gauche, et la configuration perceptive de l'objet avec une partie préhensible située à gauche ou à droite. Alors bien sûr, pour l'ensemble de ces images, la partie préhensible n'a pas été déformée, elle a été laissée complètement intacte. Pour les autres paradigmes, on est un petit peu sur le même processus. La seule différence, c'est que pour certains, il n'y avait que des objets intacts, donc c'est-à-dire c'était un petit peu une condition contrôle, sans déformation. Et pour l'autre condition, nous n'avions que des objets, cette fois-ci, déformés. D'accord ? Donc après, même principe pour tout le monde. On appuie sur une des touches de réponse S ou L, voilà, qui correspondent chacune à une catégorie spécifique. Donc, pour ce qui est des essais, donc, chaque essai commençait avec la présentation d'une image et se terminait soit lorsqu'une réponse était produite ou que 3 secondes s'étaient écoulées. En cas d'erreur, on avait un feedback auditif de 180 millisecondes. Donc, entre chaque essai, nous avions à chaque fois un intervalle de 4 secondes. Alors, pour ce qui est de l'agentivité, nous l'avons mesuré après chaque expérience, donc tout le monde avait la même condition. Donc, on demandait au sujet de répondre à cette échelle, la French Sense of Agency Scale, qui mesure par ces 7 items l'agentivité dispositionnelle. Je reviendrai un peu plus tard sur les détails par rapport à cette échelle. Donc, l'intérêt de faire ces 3 paradigmes, c'est de faire une comparaison intra-sujet et inter-sujet. Pour l'intra-sujet, nous avions des résultats assez intéressants, puisque donc, nous avions observé un effet de compatibilité stimulus-réponse, mais uniquement pour les objets non déformés. La particularité ici, c'est que nous avions rajouté une variable, la variable mean subject, qui correspond à la vitesse des participants. Donc ça a été calculé en faisant la moyenne des temps de réaction des sujets qui ont été filtrés à plus de 2 écarts types. Donc voilà, nous avons utilisé cette vitesse comme covariable pour ce modèle linéaire mixte. Et ce que nous avons observé, c'est que les sujets rapides tendaient à montrer un effet de compatibilité stimulus-réponse inversée, c'est-à-dire qu'ils étaient plus rapides en conditions incompatibles. Donc, c'est-à-dire que la partie préhensible est, admettons, présentée à gauche, le participant doit répondre avec la main droite. Donc, ils étaient plus rapides dans cette condition. Pour les sujets plus lents, eux, il y avait bien un effet de compatibilité stimulus-réponse, mais uniquement pour les objets non déformés. Alors, je vous mets ici une petite représentation. Donc voilà. Donc ici, après, pour la compatibilité stimulus-réponse, on n'avait pas un effet très important si on prend les modifications de la partie fonctionnelle à part. Donc il faut vraiment voir ça au niveau de cette comparaison. J'y reviendrai plus tard. Pour ce qui est de l'agentivité, donc on observe que les sujets qui se sentent agents sont plus lents, tandis que les sujets qui se sentent peu agents tendent à être plus rapides. Ça, c'était pour la comparaison intra-sujet. Pour la comparaison inter-sujet, donc là, cette fois-ci, c'était complètement l'inverse. On avait des effets de compatibilité stimulus-réponse inversée. Donc, c'est-à-dire que les sujets rapides, toujours pareil, montraient un effet de compatibilité stimulus-réponse. Mais cette fois-ci, les sujets lents, eux, montraient un effet de compatibilité stimulus-réponse inversée. Quand
En ce qui concerne l'agentivité, par contre, nous n'avons pas observé d'effet particulier et on s'est rendu compte que cet effet de l'agentivité avait tendance à être lié en fait avec l'effet de la vitesse. Donc voilà. Donc je vous mets ici la représentation. Bon, on y reviendra après. Là voilà, au niveau... alors, ce n'est pas vraiment des effets significatifs, même si cette corrélation est élevée, puisque voilà, il y a une confusion entre l'agentivité et la vitesse. Voilà. Donc ici, pour l'intersujet, ça reste à voir. Il faut encore faire des analyses là-dessus. En conclusion, on pense que cette différence de compatibilité stimulus-réponse et cet effet de l'agentivité serait lié en fait peut-être à un processus de contrôle cognitif. Le fait que les individus qui se sentent agents soient plus lents pourrait peut-être signifier qu'il y a un contrôle un peu plus important par rapport au changement, à cette perturbation au niveau de la partie fonctionnelle. Et donc, ils chercheraient à anticiper les changements, d'où le fait qu'ils soient plus lents. Voilà. Et les sujets qui, eux, sont plus rapides et étant moins agents, eux, ne montreraient pas cet effet d'adaptation, surtout pour l'analyse intra-sujet. Voilà, merci beaucoup.